c'est d'imaginer, de prendre le temps d'imaginer. C'est de créer une vision. Imaginer cette vision-là. Souvent, on y pense, on part sur autre chose. C'est de prendre 2 journées pour s'arrêter, y penser. C'est de mettre en place aussi cette vision-là. Aujourd'hui, la technologie va tellement vite que c'est facile de rapidement se retrouver dépassé. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'aller à la première conférence Power Platform à Orlando. C'était vraiment très intéressant. J'étais allé avec un collègue. Puis quand je suis revenu de là, tout excité, là, j'étais rendu à créer une liste d'épicerie dans Power Apps. J'aurais pu même prendre AI Builder pour partir mes toasts le matin. Puis, oh, j'ai oublié de me raser. Ouais, je pourrais me créer un Power Automate qui m'enverra un mail le matin. Ouais, 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 ouais. Bonne idée, bonne idée. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, mon nom est Jean-Sébastien Dessureau et je suis ici pour vous parler de en fait, ma conférence sur l'histoire de l'informatique, spécialement de l'intelligence artificielle. Donc, je suis formateur-chercheur à la cellule d'expertise en robotique et intelligence artificielle qui est associée au Cégep de Trois-Rivières, donc formation continue également. Et puis, donc, je suis également doctorant en génie électrique, génie informatique, génie électrique à l'UQTR. Donc, je termine ma thèse, en fait, je vais défendre ma thèse dans à peu près un an, donc en décembre 2023. Voilà. Donc, peut-être, oui, un petit mot sur la cellule d'expertise. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça existe depuis 2019, c'est quand même relativement récent. Et donc, spécialement, les projets qu'on a, c'est de la recherche. Donc, on va prendre des projets en entreprise, souvent en partenariat avec l'université. Donc, vous voyez les petits logos en bas, l'Université du Québec à Trois-Rivières et le laboratoire qu'on appelle le LSSI, où je fais mon doctorat. Et en partenariat avec la cellule, ben, on va faire des projets de recherche de A à Z. Là, on va accompagner les entreprises dans des projets de recherche. Également, d'autres projets qui ne sont pas nécessairement de la recherche. Ça peut être simplement du développement de projets d'intelligence artificielle en entreprise. Et évidemment, puisqu'on est au service aux entreprises et formation continue, on a quelques cours spécialement en Python, apprentissage automatique, apprentissage profond et ainsi de suite, langage R et ainsi de suite qu'on va donner à aux employés de la région, spécialement de la Mauricie, c'est financé par Emploi Québec. Et puis finalement, ben, un service de conférence, comme vous le voyez aujourd'hui, spécialement sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur on fait aussi de la vulgarisation scientifique. On a un service de vulgarisation scientifique. Voilà. Donc, suivant. Ça fait le tour pour la cellule. S'il y a des questions tantôt, de toute façon, il y aura une période. La première partie de la présentation sera sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Ça suivra l'histoire de l'IA, mais spécialement en entreprise, avec quelques cas particuliers, quelques cas spéciaux. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui? Et puis, on va voir la dernière partie sur le futur plutôt immédiat, qu'est-ce qui nous attend au cours des prochaines années en termes d'intelligence artificielle et orienté vers les entreprises. Donc, à la toute fin, il y aura une période de questions également. Voilà. Donc, on va commencer même par la préhistoire de l'IA, de l'intelligence artificielle. En fait, il y a un nom qui revient souvent, c'est M. Alan Turing. Et c'est vrai qu'on lui doit beaucoup. Mais avant, il y a un nom qui est quand même beaucoup moins connu, mais que j'adore présenter. Donc, c'est Ada Lovelace, qui était une mathématicienne britannique. Et on lui doit en fait rien de moins que les algorithmes sur les premiers, on pourrait dire les premières machines mécaniques, l'ancêtre des ordinateurs. Et donc, il y avait moyen en fait, elle a trouvé le moyen de développer des méthodes pour développer des algorithmes sur ces anciennes machines-là. Et c'était vraiment précurseur de l'informatique moderne. Donc, Ada Lovelace, un nom à retenir quand on parle de l'histoire de l'informatique en général,
de l'intelligence artificielle, certainement. Et donc, je vous en parlais, M. Alan Turing, qui a quand même été le premier à poser la question, est-ce qu'une machine peut penser? Donc, Alan Turing, il y aurait une conférence complète à donner sur ce monsieur-là. C'est en même temps un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Vous le savez déjà, il y a un film, en fait, il y a même plusieurs films sur lui. Et donc, ses contributions, outre d'avoir peut-être sauvé deux ans à la Deuxième Guerre mondiale et des millions de vies humaines, ce qui est quand même pas rien, il y a aussi donc les deux petits graphiques qui sont les deux petites images qui sont du côté droit en bas. La première, c'est la machine de Turing qui a inspiré vraiment le fonctionnement des ordinateurs modernes. Donc, même si c'est une machine qui est restée théorique, ça a quand même inspiré beaucoup de gens pour la suite. Et encore aujourd'hui, c'est un critère d'évaluation quand on évalue des machines. On va l'évaluer selon la fameuse machine de Turing. Et là, le deuxième petit graphique en bas à droite, c'est le fameux test de Turing qui, une première métrique proposée, à savoir comment on fait pour savoir si une machine est intelligente. Donc, lui a dit, on va la faire chatter avec un humain. Et puis, de façon complètement à l'aveugle. Et si la machine peut confondre l'humain en lui faisant croire que c'est un autre humain, on va évaluer la machine comme étant intelligente. Donc, il y a depuis ce temps-là beaucoup d'autres tests qui ont été proposés, le test par exemple de l'emploi, etc. La fameuse machine à café. Est-ce qu'une machine pourrait se faire un café tout seul sans les instructions? Donc, il y a une multitude de tests qui ont été ajoutés à ça, mais certainement, le premier test, et peut-être le plus cité, le plus connu, c'est le fameux test de Turing qui pourrait permettre de différencier en fait, d'évaluer l'intelligence d'une certaine machine, d'une intelligence artificielle. Voilà pour cette diapo. OK, deux grandes écoles de pensée quand on parle d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on ne parle que d'une, puis on va voir tantôt pourquoi on est arrivé à presque en oublier une. Mais si on parle d'histoire, il faut être honnête, il faut faire les deux grandes écoles de pensée qui ont longtemps été en compétition. La première, c'est le connexionnisme. Donc, c'est une intelligence artificielle basée sur les données. Okay? Donc, et là, vous allez dire, c'est encore ça aujourd'hui, on apprend des données. Oui, mais vous allez voir, ça n'a pas toujours été ça. Donc, si on parle du connexionnisme basé sur les données, les premiers travaux de McCulloch et Pitts qui ont fait les premières neurones, qu'on va appeler des neurones formels, donc des modèles mathématiques pour modéliser comment ça se passe, comment un neurone apprend dans notre cerveau. On sait que si on regarde dans l'histoire et dans la nature, la plus grande source d'intelligence vient des réseaux de neurones, que ce soit humains ou animaux. Donc, puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Oui, il y a plusieurs autres formes d'intelligence, mais la capacité d'intelligence la plus complète, celle qui est meilleure capacité d'abstraction, etc., ça vient des réseaux de neurones. Donc, McCulloch et Pitts ont fait les premières neurones formelles et M. Rosenblatt est arrivé par la suite, il a fait des perceptrons, donc ou un perceptron et ensuite les perceptrons multicouches qui a permis de prendre plusieurs neurones et de les connecter ensemble en mettant plusieurs couches de profond. Et avec ça, et avec des modèles mathématiques, donc on a un petit graphique là sur la droite, donc de quoi pourrait ressembler un réseau de neurones, donc des entrées en X, des poids, des W, c'est des poids synaptiques, un peu comme dans notre cerveau, et on fait la sommation de tout ça et ça donne une sortie. Mais ça, en gros, on pourrait dire que c'est un neurone dans un cerveau humain ou dans un cerveau animal. Et le défi consistait à rendre mathématique, à mettre ça en équation, ni plus ni moins. Et on a été capable, avec la belle formule qui est en bas, je ne veux pas aller dans les mathématiques, mais si on avait une seule formule dans toute l'intelligence artificielle qui permet de très bien résumer le processus d'apprentissage, c'est la formule qui est en bas. Donc, avec les X qui sont les entrées, les F de X, les sorties, et le W qui est le poids synaptique, vraiment la force de notre connexion synaptique dans notre cerveau, ça se trouve être la variable W dans cette équation-là. Donc, une belle formule, pour moi, c'est certainement une de mes préférées. Donc, le connexionnisme qui apprend sur les données à partir d'expériences faites par les senseurs reliés à une machine. Donc, pour cette partie-là, c'est complet.
La deuxième grande école de pensée qui a fait l'état de l'art longtemps, c'était ce qu'on appelle l'IA symbolique. Donc, celle-ci n'était pas basée sur les données, elle était basée sur le code. Donc, c'était aux programmeurs de A à Z à coder les connaissances. Okay? Donc, il y a eu des entreprises et des grandes expériences avec Mycin. Doctissimo a utilisé ça longtemps aussi. Donc, en gros, on parle de ce qu'on appelle de logique des prédicats. Ceux qui connaissent le vieux langage Prolog, ce qui était enseigné dans les universités au Québec dans les années 80-90, c'est de ça dont je parle. Donc, à partir des vieux prédicats, de la vieille logique philosophique, donc la fameuse logique des prédicats. Donc, par exemple, ici, ce qu'on peut voir, c'est on vient formaliser des connaissances, par exemple, si pour tous les Pompéiens sont des Romains, tous les Romains sont soit loyaux à César ou qu'ils détestent César, et ainsi de suite. Donc, il fallait prendre les connaissances et sous forme de code avec des prédicats, on n'en venait qu'à modéliser chacune des données. Donc, si on regarde là, dans la partie de droite, on a justement chacun chaque donnée, par exemple, on définit les relations père, fils ou fille, ou père-enfant, mère, etc. Là, on prend la famille Simpson, qui est un exemple classique. Et à partir de tout ça, on peut répondre aux questions. Est-ce que, par exemple, donnez-moi la liste des cousins de Bart ou de Lisa ou des oncles de telle personne dans notre système. Donc, on venait modéliser les connaissances de cette façon-là, mais avec du code sans nécessairement avoir de données. Tout était dans le code. Suivant. Donc, connexionnisme versus symbolisme. Aujourd'hui, le connexionnisme surpasse largement les performances du symbolisme. C'est pour ça que le symbolisme, on n'en parle à peu près plus. Il y avait quand même un avantage intéressant, le fameux symbolisme, c'est qu'il permettait d'expliquer les raisonnements. Donc, on savait d'un bout à l'autre comment que, à partir de certains prédicats, on en arrivait à une conclusion. Ce qui n'est pas le cas nécessairement quand on apprend à partir des données, des réseaux de neurones, c'est plus difficile de justifier les réponses. Et ça pose des problèmes d'éthique. On y reviendra justement un petit peu plus tard. Et le grand graphique, là, parce que c'est un peu mêlant pour les non-initiés, c'est quoi l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond? Mais voici les grandes familles. Là. Donc, l'IA recouvre tout ça, donc incluant l'apprentissage machine qui elle-même inclut l'apprentissage profond. On pourrait dire que l'IA symbolique ne fait pas partie de l'apprentissage machine, mais par contre se trouve être dans la grande famille de l'intelligence artificielle. Suivant. Donc, quelques faits d'armes intéressants comme ça, puisqu'on parle de l'histoire, il y a eu donc quelques faits d'armes, spécialement du connexionnisme, donc des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond, et spécialement là, donc l'IA qui apprend à partir des données. Donc, comment qu'elle a fini par gagner la bataille entre les deux, on peut voir quelques faits d'armes, justement. La fameuse série aux échecs entre Deep Blue, qui était un ordinateur, et l'humain, le champion russe Garry Kasparov. On a eu Watson qui a défait les champions mondiaux au jeu de Jeopardy. Et AlphaGo, plus récemment, en 2016, qui a défait le meilleur joueur au monde, un des meilleurs. Et on ne pensait pas qu'AlphaGo était pour gagner, qui était pour gagner à ce jeu-là, au jeu de Go. Et c'est un des derniers jeux là, qui est difficile à apprendre, en fait, pour un IA, mais finalement, ça a été un beau succès. Et puis, donc, il n'y a plus vraiment de jeu de table où l'IA ne dépasse pas l'humain en ce moment. Je ne dis pas que c'est le cas dans tout, mais certainement dans certains de ces jeux-là. Et donc, dans certains cas aussi, l'IA s'entraînait contre elle-même et pendant des milliers et des milliers d'heures. Donc, on a des performances en termes de connexionnisme, en termes d'apprentissage machine qui sont vraiment intéressantes, qui surpassent l'IA symbolique au point de vue historique. Suivant.
Donc, rapidement, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle et des aires industrielles, en fait. Donc, si on regarde au point de vue de la préhistoire, je pense que tout le monde peut-être a déjà vu ça, là, quand on dit industrie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, on entend souvent ces références-là. Un petit rappel, donc la préhistoire, outil rudimentaire. On sait qu'on l'humain, ça fait pas si longtemps que ça qu'on n'est plus des chasseurs-cueilleurs. Hein? On regarde la grande majorité de notre histoire, c'était à titre de chasseurs-cueilleurs. Mais bon, industrie 1.0, on parlait de la mécanisation. 2.0, l'électrification. 3.0, les premiers ordinateurs, donc l'automatisation, tranquillement. 4.0, slide suivante, ou même, 3.5, on a parlé beaucoup de mondialisation, donc la planète qui se rapetisse, les ressources humaines qui sont délocalisées un peu partout sur la planète, et en même temps, les télécommunications ont rendu cette partie-là plus facile. Donc, mondialisation télécom, on pourrait dire une version 3.5 et 4.0 qu'on entend beaucoup parler. Donc, l'industrie 4.0, c'est quoi? C'est Internet, bien sûr, depuis quelques années, mais aussi depuis moins d'années, l'info nuagique. Donc, délocaliser les données, non pas sur notre disque dur, mais quelque part sur un serveur qu'on va appeler le cloud, le cloud computing. Commerce en ligne, bien sûr, des applications, des appareils mobiles. On élimine le papier tranquillement, pas vite. On met des objets connectés qu'on appelle les IoT, Internet of Things. Des objets connectés qui sont un peu partout, donc ça c'est pas juste des ordinateurs aujourd'hui qui sont qu'on retrouve partout, mais on peut retrouver, on les voit pas, mais un peu cachés dans notre environnement, derrière une barrière, on peut avoir un Raspberry Pi, un petit objet connecté comme ça, donc derrière beaucoup d'objets dans nos autos, et etc. Donc on rentre dans notre auto, le téléphone communique avec l'auto, c'est du IoT. Plus récemment également, l'impression 3D. Donc, on a besoin d'un objet très, très pratique, par exemple, sur la Station spatiale internationale où, on a oublié un outil. On ne peut pas redescendre en bas, on va envoyer les plans et sur place dans la station spatiale, ils vont pouvoir imprimer l'outil. Donc, c'est ça pour n'importe quel lieu qui est physiquement éloigné. On peut s'imprimer ce qu'on veut, tout simplement en ayant le plan de cet objet-là. Donc, ça, c'est pour l'industrie 4.0. Suivant. Je parlerai du futur de l'industrie. Il y aura une slide qui s'en vient sur l'industrie 5.0. Là, on y va avec l'histoire un peu plus récente. L'histoire récente, là, je vous parle d'un cas que j'ai fait à la cellule d'expertise en robotique et intelligence artificielle dans les dernières années, le cas de la ville de Trois-Rivières. Donc, on m'a demandé d'étudier des indices de vitalité pour certains secteurs de la ville de Trois-Rivières. Donc, il y avait un problème à Trois-Rivières de dévitalisation de certains secteurs. Donc, on m'a demandé, en fait, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, c'était quoi les variables qui font qu'un quartier se dévitalise. C'était un bel exemple où j'ai utilisé des méthodes d'apprentissage automatique, d'apprentissage machine, pour venir mieux comprendre les données. Donc, point de vue présentation des données, premièrement, juste les présenter. Si on a une variable à plusieurs dimensions, donc le premier graphique, normalement, 2 dimensions, ça se présente bien, 3 dimensions, ça se présente bien aussi, mais à partir de 4, 5 et 6, c'est plus compliqué, mais il existe des façons. Donc, on a exploité dans le cadre de cette étude-là, qui a été publiée d'ailleurs. Donc, on a fait des régressions. Des régressions, c'est des prédictions. Okay? Donc, sur certains indices de vitalité dans le futur pour savoir quel quartier va se dévitaliser, quel va bien, quel va moins bien, et ainsi de suite. On a fait ce qu'on appelle des techniques de clustering. Donc, c'est regrouper des données similaires. Donc, on a pu étudier des quartiers qui ont le même profil, qui ont un profil similaire, à partir de techniques de ce qu'on appelle de clustering ou de regroupement en français. On a pu évaluer l'importance des variables également. Donc, oui, on a plusieurs variables, comme on en avait ciblé 8. Donc, on a pu dire laquelle est la plus importante, laquelle est-ce qu'il faut s'intéresser principalement, puis laquelle est négligeable, par exemple. Donc, mieux connaître nos données et optimiser tout ça. Il y a des techniques qui permettent, quand les problèmes sont très, très, très complexes, il existe des techniques pour optimiser les données ou optimiser nos configurations sur les données. Et donc, puis une que j'aime particulièrement, c'est ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui sont un peu comme les réseaux de neurones, qui sont inspirés de ce que la nature a bien fait. Donc, on parle de l'évolution qui a eu lieu sur des millions d'années, mais on va
on va faire évoluer, on va faire trouver des solutions optimales, un peu comme ça s'est fait dans la nature, à l'aide d'algorithmes génétiques, à l'aide des principes d'hérédité et de mutation. C'est le sujet d'une conférence complète. C'est un algorithme que j'adore, mais qui permet vraiment parce qu'il est élégant, je dirais, et il permet de vraiment bien optimiser des configurations et des données. Suivant. Un autre cas qui est très intéressant, c'est le cas en Mauricie des patates d'Olbec. En fait, je dis Mauricie, là, c'est sur la limite, quelque part à la limite Mauricie et Québec. Donc, à Saint-Ubalde. Et c'est des gens que je connais bien personnellement, je dirais même. Et c'est un success story en Mauricie. Donc, eux, ils ont un immense... en fait, c'est une entreprise agricole qui produisent des patates, des pommes de terre. Donc, donc il y avait des idées d'expansion et donc jusqu'à récemment, c'était des humains qui classaient les patates en petites, moyennes, grosses et les types, et etc. Donc, les patates étaient mêlées et c'était des humains qui faisaient ça. Bon, on s'entend que c'est un travail qui est quand même redondant et qui est quand même facilement... on peut le rendre automatique facilement avec des techniques de robotique et d'intelligence artificielle. On parle de classification. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leur histoire de succès? Ben, c'est simplement de prendre des employés, de rentrer des robots et de former les employés pour l'utilisation des robots. Donc, il n'y a eu aucune perte d'emploi. Les employés aujourd'hui sont satisfaits parce que donc ils ont un rôle qui est un peu plus valorisant, je dirais, au point de vue intellectuellement, d'exploiter un robot avec les problèmes que ça peut amener et tout ça, plutôt que de simplement, puis j'ai rien contre ça, mais quand on peut mettre l'humain sur quelque chose d'un peu plus productif, où on a besoin des valeurs humaines et de son jugement, de son gros bon sens, ben c'est ça qui a été fait. Donc, c'est de mieux tirer profit de l'humain dans ses capacités à gérer des problèmes complexes. Donc, on a augmenté considérablement la production de pommes de terre dans le cas des patates d'Olbec, et les employés sont satisfaits parce que leur emploi est plus valorisant. Donc, les méthodes utilisées, vision artificielle et classification. Donc, deux méthodes d'intelligence artificielle, évidemment, tout ça combiné à la robotique. Suivant. Voilà. Donc, aussi dans l'histoire récente, le cas de Baseball Québec qui a été fait à la cellule, dans ce cas-ci, c'est un agent conversationnel chez Baseball Québec. Donc, tout simplement, dans le but d'aider les joueurs, familles, bénévoles, dirigeants, entraîneurs, arbitres, tout simplement de mettre sur le téléphone intelligent une série en fait, un agent conversationnel, ce qu'on appelle un chatbot, okay, donc avec qui on peut chatter, soit en texte ou soit par la voix, donc reconnaissance vocale et voix de synthèse. Donc, tout simplement, on pose des questions à notre agent conversationnel. Par exemple, une famille va jouer dans telle ville, puis on dit à notre agent, qui s'appelle Jackie, trouve-moi le terrain, mettons tel nom de terrain dans telle ville. Et donc, il va loader le GPS. Oui, le GPS peut faire ça. En fait, il utilise le GPS, mais en fait, là, on est vraiment localisé sur les terrains de baseball. Donc, ça évite la confusion. L'horaire d'une équipe, qui joindre chez Baseball Québec, qui joindre dans notre association de baseball mineur locale, les règlements. Donc, on veut trouver un règlement, une recherche rapide sur tel règlement pour les lanceurs et ainsi de suite. Et donc, les dimensions de terrain. Donc, tout ce qu'on peut avoir besoin comme information se retrouvait dans notre agent. Le projet n'est pas entièrement fini. On est sur le point là, éventuellement démarrer une phase 2 qui viendrait là, compléter le travail qui a été fait. Ça, c'est notre projet intéressant où les agents conversationnels sont de plus en plus présents dans nos vies. Ou les chatbots en anglais. Oui, slide suivant. Là, j'ai un petit problème. Je pense qu'on a démarré un peu plus que 4 heures. Je ne sais pas si jusqu'à 4 heures, pas 4 heures, mais 2 heures, 2h25. On va essayer de closer ça plus rapidement. Donc, l'histoire récente. Donc, dans l'histoire récente, comment ça a été possible? Comment on en est arrivé là? Donc, après quelques tentatives de l'intelligence artificielle mitigées, avec Mycin, Doctissimo, etc., les entreprises adoptent les méthodes connexionnistes. Pourquoi? À cause des objets connectés. Les objets connectés viennent prendre de l'information dans notre
dans notre environnement en grande quantité et donc rendre disponible à l'apprentissage. Le big data, les nuages, les cartes graphiques qui permettent d'aller de traiter l'information beaucoup plus rapidement puisque les cartes graphiques font du traitement en parallèle, donc ça va beaucoup plus rapidement pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Les robots, les cobots, donc les robots collaboratifs. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de données et plus de capacité de stockage et donc le traitement est plus rapide et tout ça a donné une longueur d'avance à l'apprentissage, donc ce qu'on appelle le connexionnisme. Donc l'apprentissage machine. Suivant. Le futur, donc, défi d'avoir des IA explicables. Donc, on parlait de la boîte noire tantôt. Dans le futur, si vous avez affaire à développer des IA, il faut demander qu'elles soient expliquées. Ce n'est pas juste d'avoir l'entrée et la sortie qui est le résultat. Il faut que le cheminement soit expliqué. C'est ce qu'on appelle l'explicabilité. Même si on fait de l'apprentissage automatique, donc l'apprentissage par les données, c'est important de l'exiger. C'est moins facile que dans le cadre de l'IA symbolique, mais ça demeure très, très, très... en fait, c'est une vision du futur. Il y a des techniques qui sont faites pour ça, en fait, là, pour expliquer de mieux en mieux les données et les résultats. Donc, voilà pour cette partie-là. Les techniques d'apprentissage par traitement du langage naturel. Donc, ça fait partie du futur. De plus en plus, l'humain va communiquer avec la machine en anglais ou en français, donc avec le langage naturel. Et donc, il y a des questions d'éthique également qui se pointent, des graves questions d'éthique. Si on regarde l'image qui est là, qui est moi-même avec la barbe un peu plus longue, est-ce que qui l'a fait? Ben, c'est un IA. Donc, l'IA, tranquillement pas vite, fait de plus en plus de choses. Oui, parfait, pour classer des patates, on est peut-être bien content que la machine le fasse. Mais est-ce qu'on veut aller jusqu'à ce que l'IA fasse notre travail d'humain en création, le travail d'artiste? Mais de plus en plus, l'IA peut faire ça. Là, moi, j'adore l'IA, mais est-ce qu'il faut aller là? Ben là, il y a un problème d'éthique. Est-ce que la société a répondu? Est-ce qu'on va avoir l'acceptabilité sociale pour faire ça? Je ne le sais pas, mais j'avoue que j'ai quelques réticences à donner le travail de création d'artistes à des IA. Bref, il y a des débats de société qui s'en viennent. Je ne suis pas là pour répondre aux questions, mais je suis là pour dire dans un futur immédiat, ça s'en vient. Ensuite. Donc, Industrie 5.0, donc les éléments de l'Industrie 5.0, ça sera les relations homme-robot, donc les Human-Robot Interaction, spécialement cobotiques, donc des robots de collaboration qui vont collaborer entre eux, entre les robots et avec les humains également. Le petit robot qui est là, ou plutôt le grand robot qui est là, qui s'appelle Baxter, je l'aime particulièrement parce qu'il est fait pour interagir avec les humains. Au lieu d'avoir des bras puissants qui détruisent tout sur leur passage, comme c'était le cas des anciens robots, celui-ci est muni d'espèces d'élastiques à l'intérieur. Ce qui fait que ça fait comme une espèce d'effet ressort, puis il ne va pas rien briser sur son chemin, il ne va pas blesser d'humain. Donc, il est vraiment fait pour interagir avec l'humain. Et également, si on parle de l'industrie 5.0, ben, on va parler de réduction de l'empreinte écologique, donc de lutte au GES, et augmentation de la résilience face au virus, crise planétaire. Vous êtes au courant, les 2 dernières années n'ont pas été faciles. On a des virus, des pandémies, des guerres, des ruptures de stock, etc. Donc, l'industrie 4.0 qui s'enlignait il y a quelques années pour être le point 1 spécialement, tranquillement, pas vite, on l'étend aux 2 points suivants parce qu'on juge que là, attention, là, c'est important. Là, il faut quand même faire attention aux gaz à effet de serre et il faut augmenter nos systèmes pour qu'ils soient plus résilients face aux crises planétaires de différentes sortes. Suivant. J'achève. J'espère que ça ne dépasse pas. Je dépasse de quelques minutes. Je vais essayer de faire ça vite. Peut-être si Marie peut me texter pour me dire que si ça dérange, je prendrai peut-être 3-4 minutes de plus. Donc,
un projet qui est vraiment, qui symbolise vraiment l'industrie 5.0 et le futur immédiat du marché de l'humain, là où il est rendu. C'est un projet qui s'appelle AI2, qui est en fait mon sujet de thèse de doctorat. Donc, c'est un IA, c'est un framework ou une infrastructure logicielle qui permet de communiquer avec l'usager, mais en anglais. Donc, il n'attend pas, en gros, cette infrastructure logicielle-là n'attend pas ses instructions en Python. Normalement, une infrastructure logicielle, on le programme avec avec un langage de programmation comme Java ou encore plus comme Python, par exemple. Mais l'infrastructure que je développe, on lui envoie les commandes, on la programme en anglais. Okay, ce qui est quand même pas rien, qui est quand même un gros pas en avant vers l'industrie 4.0, où la machine et l'humain se tendent la main. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, donc du connexionnisme spécialement, interface en langage naturel, dans ce cas-ci en anglais, et il y a le fameux calcul des GES et une sensibilisation aux GES. C'est quoi le rapport, vous allez dire? Parce qu'à toutes les fois qu'on démarre un algorithme d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, dans certains cas, il peut partir pour des heures, des jours ou des longues journées de traitement avec des cartes graphiques. Donc, c'est une dépense énergétique importante. Donc, en gros, il y a quelques outils qui viennent dire attention, qui viennent sensibiliser, je dirais, au GES, l'utilisation des calculs d'intelligence artificielle. Et axé aussi sur l'explicabilité. Je parlais de la boîte noire tantôt. Donc, de plus en plus, il faut miser non seulement sur l'entrée et la sortie. Oui, c'est bien, mais pour des raisons d'éthique. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Comment, à partir de telles données, je suis arrivé à telle réponse? Donc, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité. C'est inclus dans ce framework-là, dans cette infrastructure logicielle-là. Et là, bonne nouvelle, je peux vous en parler parce que la publication qui est là, elle a été acceptée, ça fait une semaine et demie à peu près. Donc, je vais présenter ce papier-là dans une conférence scientifique à Stockholm en mars. Donc, avant, il fallait que je garde le secret. Là, étant que c'est accepté, je vais en parler un petit peu plus ouvertement. Voilà, suivant. Donc, futur moyen terme, graduellement, il faudra repenser notre société, évidemment, parce que, bon, là, pour l'instant, on n'en est pas là, dans le sens que des emplois, on manque d'humains. Okay? En fait, on a une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, là, on ne se pose pas cette question-là. Mais éventuellement, l'IA, la robotique, va prendre de plus en plus de place. Mais pourquoi pas? Dans le fond, il y aura plusieurs bienfaits. Donc, entreprise plus performante, c'est bien, tant mieux. On ne peut pas être contre la vertu, mais aussi, est-ce qu'on pourrait arriver, l'humain, qui est une société des loisirs? Si l'humain avait plus de temps pour étudier, pour apprendre, pour s'occuper des personnes âgées, pour élever ses enfants, faire du bénévolat, pour s'enrichir, la culture, et etc. Donc, on passe quand même beaucoup de temps par semaine à travailler. Bien, la journée où, comme humain, on pourra se permettre de travailler un peu moins puis de faire d'autres choses, de productif ou d'enrichissant ou de valorisant pour l'humain, ben pourquoi pas? Par contre, comment qu'on va s'y prendre? Bien, il y a quelques pistes de solutions. Donc, taxer l'utilisation des robots. Donc, pour une entreprise extrêmement compétitive, parce qu'elle aura beaucoup de robots, bien, peut-être qu'on pourrait ajouter des taxes là-dessus. Il y a des principes de revenus minimaux garantis qui sont à l'étude dans certains pays et qui semblent bien fonctionner jusqu'à maintenant. Voilà. Ensuite, on achève. Donc, définition des défis du futur, ben, il va falloir redéfinir tranquillement les relations humain-machine, mais aussi machine-machine. Pourquoi pas? Parce que les machines qui communiquent entre elles et finalement humain-humain. Donc, on voit que même les machines redéfinissent les modèles humains. Donc, ça pourrait ressembler à un party de Noël 2022. Ben, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur leur téléphone cellulaire. Donc, on voit que les machines redéfinissent même les relations entre humains. On parle dans le futur de ce qu'on appelle une singularité technologique. C'est comment tout ça, comment des ruptures en termes technologiques vont venir changer les humains, les machines, etc. Donc, il y a quelques cas de ce qu'on appelle les singularités technologiques dans les films. La moins réaliste, mais la plus spectaculaire, on pourrait dire que c'est Terminator. Mais si vous voulez vous inspirer, savoir comment tout ça, les relations entre humains et entre machines peuvent évoluer, un des films les meilleurs que j'ai vus, puis peut-être un des plus réalistes, c'est celui qui porte le plus à des réflexions profondes, c'est le film Elle ou Her en anglais, donc qui est dans le petit coin en haut à droite. Celui-là est selon moi, une singularité technologique
je dirais, un peu plus réaliste que certaines autres, comme Terminator, justement. Et donc, on voit vraiment comment les relations vont être remodelées dans un futur plus ou moins rapproché. Voilà. Et voilà. Bon, je vais dépasser peut-être un petit peu. Ah, conclusion, ben voilà. Tout ce que je disais dans cette partie-là, c'est l'IA est parmi nous, c'est un outil puissant. Il y a des belles opportunités, ben, ça serait le fun de les utiliser pour régler des problèmes modernes. On a besoin d'aide comme humains parce que les problèmes sont complexes. Crise humanitaire, crise sanitaire, crise climatique, etc. Donc, l'IA peut nous aider. Attention, il y a quand même quelques dangers aussi. Il faut éviter les débordements. Et donc, gardons l'humain centré gardons l'IA centrée sur l'humain et sur son environnement. Le faire le tout de façon éthique. C'est ce que je propose. Voilà, ça complète. Les coordonnées, s'il y en a qui veulent me rejoindre. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette prochaine présentation sur l'intelligence artificielle, mais maintenant on va démystifier un peu comment ça fonctionne tout dans Microsoft Dynamics Business Central 365. Donc, premièrement, je me présente. Mon nom, c'est Ender Nava. Je suis consultant principal de solutions d'affaires avec Groupe Euro depuis à peu près 4 ans. Et quelques années d'expérience aussi avec Microsoft déjà, avec Business Central. Et donc, on va avancer un peu. Et de quoi on va parler aujourd'hui, c'est on va un peu faire la connexion dans tout ce qu'on vient de voir dans la présentation de l'intelligence artificielle et comment ça s'est traduit dans Business Central. En première, on va voir c'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans nos prévisions de trésorerie. On va voir aussi des exemples après avec la prévision des encaissements en retard pour les factures de vente. Et après ça, on va voir quelles autres fonctionnalités BC contiennent qui peuvent s'en servir de l'intelligence artificielle. Donc, premièrement, comment ça fonctionne pour Business Central? Et dans le fond, ça se passe tout dans la galerie Azure où on va pouvoir créer les algorithmes dont on parlait tantôt. Et comment ça se passe? Vous voyez les graphiques à l'écran. C'est, on va créer un algorithme pour qu'il apprenne à faire une tâche. On va les packager dans la galerie. On va les valider et les tester. Et après ça, on va les déployer, les rendre disponibles pour l'utilisation dans Business Central. Bien entendu, il faut les surveiller après pour s'assurer qu'il fait qu'est-ce qu'on l'a entraîné à faire. Et s'il ne le fait pas correctement, on va les réenvoyer au début du processus pour faire les réentraînements. Ceci étant dit, qu'est-ce que vous voyez en dessous des les graphiques? C'est des modèles d'algorithmes qui sont déjà disponibles, déjà packagés par Microsoft pour être utilisés dans Business Central out of the box. Okay? Donc, on peut facilement aller sélectionner n'importe lequel de ces modèles-là et commencer à utiliser l'intelligence artificielle dans le système. Note très important, c'est que les modèles qui sont présentés à l'écran en ce moment, ils travaillent tous sur des bases historiques. Alors, ça nous prend des transactions historiques pour que le modèle soit capable de prédire les futurs un peu. Donc, par exemple, dans les flux de trésorerie, ça serait une historique de 12 ans pour avoir 4 mois de projection dans le futur. Alors, parlons un peu de projection de trésorerie. Okay. Comment ça fonctionne en ce moment dans le système? On va faire les projections basées sur de l'information tangible qu'on a dans le système, bien entendu. Ça veut dire on a nos fonds liquides qui vont augmenter ou diminuer selon des dates d'échéance des documents qui sont contenus dans le système, soit nos factures de vente, nos commandes de vente, factures d'achat, commandes d'achat, etc., pour essayer de prévoir c'est où se trouvent nos fonds liquides en ce moment. Right? Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ces processus-là? Parce qu'en utilisant les Azure Machine Learning, on pourrait ajouter 4 mois d'extra à l'horizon de notre projection. Ça veut dire que j'aurai des projections passées les moments où je n'ai plus de documents avec des dates d'échéance, sinon que je vais avoir quand même
plus d'informations basées sur les expériences. L'algorithme il va se baser sur les expériences des dernières 12 ans pour nous dire tout ce qui s'attend dans les prochains 4 mois. Okay? Comme je vous l'ai dit tantôt, bien entendu, c'est sur l'historique. Fait que dans le cas des les flux de trésorerie, ça nous prendrait 12 ans d'expérience pour avoir une bonne prévision. Alors, comment ça se traduit dans Business Central? Et dans le fond, c'est assez simple à configurer, right? Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est la configuration des paramètres de trésorerie. Vous allez voir, dans le fond de l'écran, il y a un fast tab pour les Azure AI, right? Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est paramétrer les termes de notre projection, par exemple, les périodes historiques qu'on veut analyser, combien de temps on veut ajouter à l'horizon. Et comme je vous dis, vous voyez qu'à la base, ça nous propose 4 mois parce que c'est les best practices dans ce cas-ci. Et dans le côté droit, vous allez voir qu'on peut choisir dans les modèles qui sont déjà packagés pour Microsoft pour commencer à faire la projection. Une fois qu'on a tout paramétré ça, on a juste à activer la fonction et là, on va commencer à collecter de l'information pour faire les projections. Et maintenant, parlons d'une des fonctions qui a été publiée le plus récemment par Microsoft pour utiliser l'intelligence artificielle, c'est les prévisions des encaissements en retard. Donc, ceci va nous permettre d'analyser les factures des ventes à recevoir en ce moment dans le système et par l'expérience aussi, déterminer lesquelles qui vont être payées en retard. Alors, imaginez, par exemple, que vous êtes capable de dire à l'avance, je sais que toutes ces factures-là vont être payées en retard, alors je vais changer mon stratégie de collection pour vraiment appliquer mes efforts où je vais en avoir besoin. Et allons plus loin que ça, je pourrais complètement changer les termes que je donne à mes clients, sachant ces comportements de paiement, right? À l'avance, parce que c'est l'intelligence artificielle qui va me le dire quand un client il va avoir un comportement quelconque pour les encaissements. C'est quelque chose de très intéressant qui pourrait nous faire gagner beaucoup de l'efficacité, surtout au niveau des collections. Maintenant, il y a d'autres sections dans le système, ou d'autres modules dans le système, pardon, où on peut s'en servir de l'intelligence artificielle, comme par exemple les ventes et les forecasts des ventes. On a parlé tantôt des ruptures de stock avec les changements dans la chaîne d'approvisionnement en ce moment. Ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle dans Business Central peut nous aider à prévoir d'avance. Les ruptures de stock fait que ça aurait un impact direct sur nos prévisions d'approvisionnement, ce qui est très intéressant aussi. Et on a aussi la reconnaissance d'images. Et on démarre dans les stocks. Dans le fond, on pourrait utiliser la reconnaissance d'images pour insérer des images dans le système. Et la reconnaissance d'images va reconnaître exactement c'est quoi. Et si on parle d'un article dans notre inventaire, bien, on pourrait ajouter des attributs ou des catégories à un article dans Business Central suggéré par l'intelligence artificielle. Okay. Finalement, dans les add-in Outlook, right, on peut l'utiliser aussi pour, durant la création des documents, à partir d'Outlook, l'intelligence artificielle peut lire les textes dans son courriel et nous suggérer des lignes à créer dans son document, comme par exemple un devis de vente, quand un client nous demande des prix sur des articles en particulier. Donc, ça pourrait aussi avoir un effet intéressant sur la gain d'efficacité dans notre processus de vente. Merci beaucoup. J'espère que ça a été très informatif. Et là, si vous avez des questions pour moi ou pour M. Desoro, vous pouvez les poser en ce moment. Oui, OK. Oui, on a un couple de questions. Je vais demander à mon collègue Jack de venir ici pour m'aider avec les réponses. Bonjour, Ender. Bonjour, Jacques. Est-ce qu'il y a des coûts associés au déploiement des AI dans Business Central?
Jacques. Donc, est-ce qu'il y a des coûts de rattacher? Oui, par contre, c'est des coûts minimes. Au niveau de Business Central, c'est un module qui est standard et qui est relativement rapide à configurer. Ceci dit, lorsque vous allez dans Business Central, par exemple, dans Sales and Inventory Forecast, vous allez voir dans l'écran, il y a le lien qui mène à Cortana Intelligence. Donc, ça va vous amener directement à Azure. Donc, si vous avez déjà un abonnement Azure, à ce moment-là, ça va venir tout simplement s'annexer. Sinon, ça va vous demander de créer un abonnement Azure. Pour ce qui est du coût, bien, tout dépend du nombre de transactions, nombre d'appels que vous allez faire. Mais rendu là, on pourra se parler, là, mais ce pas des coûts qui sont astronomiques. Je vois une autre question. Quel est le niveau de complexité du déploiement des AI dans Business Central? Pour la plupart, ceux que Ender a mentionnés tout à l'heure, c'est très simple. Vous allez dans les manual setup, ils sont tous là. Encore une fois, la prémisse, c'est d'avoir un compte Azure. Vous pouvez en quelques clics les configurer. C'est relativement simple. Puis au besoin, on est là pour vous assister. Parfait. Il y a d'autres questions. C'est bien. Est-ce que j'ai pu modifier l'algorithme de calcul de forecast? Modifier l'algorithme de calcul de forecast. Donc, j'imagine qu'on fait référence au Sales and Inventory Forecast de tout à l'heure. Il existe déjà un template. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien dans Business Central, ça va vous apporter, comme je disais, sur Cortana Intelligence. La bonne nouvelle, c'est que c'est du code ouvert, du open source. Donc, vous allez voir la composante AI qui est là. Et à l'intérieur, vous avez un objet de code, c'est du code R. Et vous avez vraiment le code source qui est là. Donc, oui, vous pourriez, pour une raison X, modifier l'algorithme pour tout simplement l'adapter à votre besoin ou en créer un à partir de zéro ou de copier celui qui est existant. Donc, là, on parle de forecast, mais gardez en tête que ça s'applique aussi pour les autres appels qui se feraient à Cortana Intelligence. OK. Et il y a un autre qui arrive. J'ai activé les forecasts de données et rien n'apparaît. C'est normal. Lorsque dans Business Central, vous allez activer la notion de forecast et d'autres fonctions AI, bien, comme M. Dessureau mentionnait tout à l'heure, ça prend un historique. Donc, oui, la journée 1, vous allez l'activer. Par exemple, les forecasts de vente, dans la fiche item, vous allez voir le petit panneau à droite est là, mais il n'y a rien qui va apparaître. Et à un moment donné, lorsque le modèle va avoir assez appris avec les transactions, l'historique, bien là, à ce moment-là, il va y avoir une tendance qui va y apparaître. Bon, je pense qu'on n'en a pas d'autres questions, non? OK. Bien, merci beaucoup, Jacques. Merci, M. Dessureau. Et très intéressant comme présentation. Si jamais vous avez d'autres questions, bien, c'est sûr que Jacques ou n'importe qui à l'équipe des groupes ERA, on va être disponible pour répondre. Fait que merci beaucoup. Merci à tous. Merci.